Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre rubrique aéronautique et marine, rubrique mensuelle présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, je vais au musée de l'air et de l'espace. Je vais rencontrer notre invité, monsieur Alain Roland, qui est le président de l'association des amis du musée de l'air et de l'espace, l'AMA. Et il va nous présenter le hall de la cocarde avec tous les avions qui sont dans cette enceinte et nous allons vite le retrouver. Je passe dans 2 minutes les Fougas Magistères et j'entre dans le musée. Alain Roland, eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir et plus spécialement dans ce hall de la cocarde, donc bleu, blanc, rouge. Voilà. Pourquoi le hall de la cocarde? Alors justement, bleu, blanc, rouge, eh bien parce que le sol de ce hangar est peint aux couleurs de la cocarde de l'armée de l'air française. Donc bleu au milieu, blanc ensuite, rouge à l'extérieur. Et donc c'est une très grande cocarde qui est peinte au sol, donc d'où le nom de ce hall. Alors ce hall contient plusieurs avions et il a été réaménagé voici moins de 2 ans et il y a tout autour de nombreux éléments d'exposition avec des uniformes, des matériels divers et variés. Des vitrines. Des vitrines, voilà. Oui, des maquettes, etc. etc. Mais donc autour de cette cocarde, en rond monté sur des pylônes, donc une série d'avions qui représentent une très grande part des avions d'armes qui ont été utilisés par l'armée de l'air. Donc c'est la période 1949 jusqu'à nos jours. Avec le Mirage 2000 dont le prototype est exposé et qui est encore en service dans l'armée de l'air aujourd'hui. Et donc on commence, si vous voulez, par ordre chronologique. On a donc là deux catégories d'avions principales, bien sûr des avions français et puis aussi des avions qui nous ont été prêtés à l'époque par l'OTAN, des avions d'origine américaine. Alors si vous voulez, on peut commencer par les Français, oui, mais si on commence dans l'ordre chronologique, on est obligé de passer par un avion qui en réalité a été construit sous licence. Donc un avion qui a volé pour la première fois en 1943 en Angleterre et qui s'appelait le De Havilland Vampire en anglais si on veut faire très précis, et donc qui sera d'abord acheté par l'armée de l'air à partir de 1949 et ensuite sera construit sous licence en France à Marseille par ce qu'on appelait la SNKZE, donc sous le nom de Mistral. Ah, donc c'est celui-ci, donc c'est celui-ci, voilà, pour nos auditeurs, donc voilà, il est alors c'est un avion qui a une architecture très particulière parce qu'il y a un fuselage très court, assez rond, un gros tonneau, et puis une aile d'accrocher à ce tonneau, et puis vers l'arrière 2 poutres qui sont de chaque côté du réacteur, et enfin l'empennage. Donc c'est vraiment un avion qui a un look, comme on dirait, très particulier, très caractéristique, avec 2 petites dérives de part et d'autre de l'empennage qui est légèrement au-dessus du réacteur. Alors cet avion, pourquoi on en avait dans l'armée de l'air française? Parce que on était au sortir de la guerre équipé principalement, uniquement avec des matériels anglo-saxons, soit américains, soit anglais, Spitfire, Mosquito, etc. ou Mustang, par exemple, en venant des États-Unis. Au sortir de la guerre, les autorités françaises se sont lancées dans l'idée qu'on pourrait rééquiper très rapidement l'armée de l'air avec des matériels français. Hélas, les bureaux d'études français qui étaient un petit peu restés en retrait, 5 ans c'est énorme à l'échelle aéronautique, surtout à cette époque où des très très grandes avancées ont été faites très rapidement par les différents pays en guerre à l'époque. Nous on était un peu en arrière et donc nos bureaux d'études avaient quand même un certain retard. Et donc les projets qui ont été élaborés les années 50, entre 45 et 50 en gros, ces projets, certains présentaient de belles idées, mais le résultat n'était pas là, Donc on a été obligé, puisque en ce temps-là il était clair au début des années 50 que l'avenir était aux avions à réaction.
Et donc, tiens, on entend un réacteur derrière nous. C'est un Rafale. Alors, je sais pas, c'est la bande son qui passe là derrière, mais ça doit être un Rafale. À mon avis, c'est un Rafale. Oui. Et donc, sur porte-avions. Là, c'est ça. Et donc, faute de mieux et d'avions disponibles made in France, eh bien, l'armée de l'air s'équipe avec cet avion britannique qui est construit sous licence. Alors, on va en avoir un peu plus de 200 en France qui seront construits sous licence et donc qui équiperont différents escadrons de l'armée de l'air. Alors c'est un avion qui a de belles performances pour l'époque, il est très efficace à haute altitude. Sa dernière version comprend un siège éjectable, ce qui est aussi une nouveauté à l'époque, donc qui assure un peu de sécurité aux pilotes en cas de problème, quoi. Donc c'est un avion qui a marqué son époque dans l'armée de l'air. D'abord c'était le premier jet de l'armée française et puis c'est un bel avion et les pilotes étaient très très heureux de voler sur cet avion qui avait de belles qualités de vol. Alors on va ensuite aller vers une production française, qui est l'avion qui est exposé juste à côté. Et là, on a un très grand nom de l'industrie française, bien sûr, c'est Dassault. Alors Dassault, on rappelle que c'est un monsieur qui a passé son diplôme d'ingénieur à ce qui était l'équivalent de Supaéro maintenant, en 1913. Mais il s'appelait à l'époque monsieur Marcel Bloch. Oui. Et donc il a produit de nombreux avions, de lignes de transport, de chasse également, Bloc 152 qui a été au combat durant les heures difficiles de mai-juin 1940. Et puis monsieur Dassault, en fait, donc à l'époque encore Bloch, a un petit problème avec les autorités de Vichy, parce qu'il est juif, et donc c'est assez mal vu en ce temps-là. Et donc il est d'abord assigné à résidence, puis après interné, puis après finalement, hélas, envoyé en camp de concentration. Il en ressort très très touché, et physiquement, psychologiquement, et ça le conduit à changer de religion et de nom. Et il prendra le nom de Résistance, le pseudonyme de son frère pendant la Résistance, Dassault. Et donc il va d'abord devenir Bloc Dassault, puis Dassault. Et donc monsieur Dassault repart à la fin des hostilités vers 1946, il reconstitue ses équipes et il redémarre des études, mais il va garder cette philosophie-là toute sa vie, et il va pas à pas. Il se lance pas dans des projets aventureux, et donc il commence par un petit bimoteur de transport, les fameux Dassault flamands, 311, 312, 315, qui vont faire le bonheur. Oui, c'est quand même un petit bimoteur qui sera en grande partie, connaîtra son utilisation principale et finale par l'armée de l'air sur la base aérienne d'Avord comme avion d'entraînement pour les pilotes du transport. Et donc, monsieur Dassault commence par cet avion en 1946, donc en reprenant un dessin qui était grosso modo celui de l'avant-guerre, quoi. Enfin, un petit peu amélioré, bien sûr, mais donc une approche très très prudente. Et il se lance dans la conception d'un avion à réaction avec l'Ouragan. Alors l'Ouragan, ce premier vol en 1949, et il sera mis en service dans l'armée de l'air donc à partir de 1951. Alors c'est un monoplace, aile basse, aile en flèche, donc ça aussi c'est une des découvertes du courant de la Seconde Guerre mondiale. À l'origine c'est une découverte allemande, et qui est exploitée par tout le monde. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous, donc les Allemands débutent avec ça, les Américains, les Français reproduisent les travaux allemands et s'en servent bien sûr. Et donc l'Ouragan a une aile en flèche, mais une aile qui n'est pas encore très adaptée aux très très hautes vitesses. Il a un moteur qui est typique de l'époque, comme pour le Mistral, ça lui donne un fuselage assez large, parce que les moteurs de ce temps-là, les réacteurs de ce temps-là étaient une sorte de couronne de tube au niveau de la chambre de combustion qui donnait un très gros diamètre, et puis les compresseurs étaient ce qu'on appelle des compresseurs centrifuges, c'est-à-dire des roues donc assez larges, et donc le fuselage est un petit peu rond, mais donc c'est un avion de combat qui sera utilisé dans l'armée française jusqu'en 1980 quand même, pour le dernier escadron, donc c'est à la fin bien sûr un avion d'entraînement, mais qui sera aussi vendu entre autres en Israël. C'est une machine qui marque le début d'Assaut dans le monde des avions de combat de l'armée de l'air. Et après il va faire
faire une série de mystères. Alors les avions de chasse mystère. Alors le premier c'est le Mystère 2, il n'y en a pas au musée de l'Air, mais qui est là conçu autour d'une aile un peu plus fine qui donne des performances meilleures à haute vitesse, donc ce qu'on appelle le domaine transsonique, donc on approche le mur du son, hein, la vitesse du son. Et là, bon, le Mystère 2 est typiquement un avion de transition qui aura de grosses difficultés de mise en point, qui sera quand même commandé par l'armée de l'air. Et derrière, Dassault va concevoir le Mystère 4. Il est plus grand d'ailleurs. Alors il est un petit peu plus grand et surtout on voit bien que son aile est beaucoup plus fine. Oui. Le fuselage donne une impression un peu plus allongée, c'est moins rond. Et donc le cockpit aussi, un peu plus allongé aussi. Oui, oui, absolument. Et il y a une entrée d'air frontale comme l'ouragan, c'est-à-dire que c'est l'entrée d'air du réacteur est devant le cockpit, hein, une entrée d'air ronde. Et bon, l'empennage est classiquement disposé à l'époque au milieu de la dérive. Hein, et donc on aura deux versions là-dessus, donc avec un empennage qui sera après ce qu'on appelle monobloc, c'est-à-dire c'est tout l'empennage qui bouge au lieu d'avoir une gouverne seulement qui bouge à la partie arrière. Et donc le Mystère 4 a été une très très belle réussite. C'est un avion qui permettait à l'époque le passage du mur du son. Bon, en piqué, d'accord. Mais ceci étant, c'est déjà très très bien parce que l'aérodynamique le permettait. L'ouragan ne pouvait pas le faire. Hein. Donc on est là avec un engin qui est motorisé. Alors là, étrangement, très rapidement, les Français se dotent de moteurs français, alors ce qu'on appelle les moteurs Attard. Alors là aussi, on peut faire une petite parenthèse. Les moteurs Attard ne sont pas si français que ça. Parce que, en réalité, les Français n'avaient pas non plus, dans le domaine des réacteurs, les connaissances qui étaient indispensables à l'époque. Et donc, ça, tout le monde le savait. Qui savait construire des réacteurs à l'époque? Il y avait les Anglais et les Allemands. Alors, on a donc eu des réacteurs anglais sur certains de nos avions. Les Allemands, ils les avaient construits avant 1945 dans leurs usines. Il y avait deux usines à l'époque qui construisaient des réacteurs. Il y avait Yumo, d'une part, et d'autre part, BMW. Et donc BMW construisait des réacteurs et nous, on s'est arrangé, disons, pour exfiltrer l'équipe d'ingénieurs de BMW. Avec son chef en tête, un monsieur qui s'appelait Hermann Österreich. Et donc, on les a installés dans un bureau près du lac de Constance, dans un village qui s'appelait Rickenbach. Et donc, on a mis tout ça sous un chapeau administratif qui s'appelait les ateliers techniques aéronautiques de Rickenbach. Donc, si vous déclinez ça en version réduite, c'est Attard. Et donc, Attard, tous les moteurs français de cette époque portent ce nom. Donc, en fait, ce sont des moteurs qui ont été construits en grande partie par les ingénieurs allemands. Monsieur Österreich en tête, qui va mourir de sa belle mort à Paris, décoré de la Légion d'honneur pour service rendu à la patrie. Et en fait, il était aussi nationalisé français entre-temps. Et donc, les réacteurs Attard étaient déjà disponibles. Et pourquoi il n'y en a pas sur le Mystère 4 ? Ah, eh bien parce que, en fait, le Mystère 4 est un avion franco-américain, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les États-Unis, par le biais de l'OTAN, faisaient des commandes dans les différents pays d'Europe pour développer l'industrie locale qui permettait d'assurer la potentielle bataille contre l'ennemi soviétique. Hein, donc c'est ça la guerre froide. Donc il y a eu un financement des Mystère 4 et en fait les Mystère 4 ont été achetés par l'OTAN. Hein. Et donc dans la fiche programme, il était imposé une motorisation. Donc c'était un moteur d'origine britannique, hein, c'est de Rolls-Royce taille. Et puis après, il y en a eu une nouvelle version qui s'appelait le Verdon, donc qui poussait un peu plus. Et donc le Mystère 4, il y a eu un essai de fait avec des Attard, mais en opération, il n'a jamais connu que ces moteurs britanniques. Construit sous licence en France, bien sûr, mais enfin bon, c'était donc cette particularité. Et donc ces avions qui portaient les cocardes françaises, en fait, étaient payés par les États-Unis. Et donc, bon, on en a eu certains, après on a eu un premier lot qui a été payé par l'OTAN, et puis après on a eu d'autres avions qui ont été commandés, mais là, sous financement purement français. Et d'ailleurs, ça a valu quelques anecdotes, parce que certains de ces avions ont été vendus en Israël, et puis vous vous rappelez sans doute qu'il y a eu une opération sur le canal de Suez en 56, et là, des avions français se sont retrouvés avec des cocardes israéliennes, etc. Enfin bref, il y a eu quelques mouvements troubles à l'époque. Donc voilà, pour l'anecdote concernant le Mystère 4. Est-ce que justement, est-ce que ça serait cet avion-là sur lequel Jacqueline Auriol aurait... Alors Jacqueline Auriol a volé sur de nombreux avions d'assaut, jusqu'au Mirage 3. Oui, elle a fait des records, elle a fait des vols records sur ces machines-là.
Donc Jacqueline Auriol, aussi très très grand personnage, très grande aviatrice française, et qui donc a volé comme pilote d'essai. Elle a été diplômée, certifiée pilote d'essai en bonne et due forme, et donc elle a volé sur beaucoup d'avions d'assaut pour faire des tentatives même des réussites de record. Il y avait une petite bataille entre deux dames à l'époque. Il y avait Jacqueline Cochrane, américaine, les deux Jacqueline. Et les deux Jacqueline, et donc Jacqueline Auriol en France, qui battait successivement le record de l'autre au fil des années. Donc le Mystère 4, c'est une très belle réussite en plan technique, tout le monde était d'accord là-dessus, les pilotes, l'état-major, etc. Donc il est resté en service jusqu'en 1982. Oh, oui, en effet. Et il a été utilisé en dernier par la base de Tours, où étaient formés les futurs pilotes de chasse. Formation finale, le macaronnage, comme on dit, pilote de chasse, c'était sur Mystère 4. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des Flamands sur la base d'Avor, qui formaient les pilotes de transport. La formation chasse était dispensée d'abord sur T-33 et puis ensuite sur Mystère 4. De nos jours, c'est l'Alpha Jet qui fait ce travail. Donc maintenant on tourne, on continue toujours après le Mystère 4. Oui. Après le Mystère 4, si on veut rester dans le domaine français, Dassault, on pourra parler après des avions d'origine américaine. Dassault, il y a ce qu'on a appelé le SMB2, le Super Mystère B2. Alors donc, après le Mystère 4, il y a eu une série de prototypes faits par Dassault, qui a abouti à un avion qui est le premier avion français à être capable de passer le mur du son en vol horizontal. Donc c'est le SMB2. Alors, premier vol en 56, et puis il sera mis en service dans l'armée de l'air en 58, et puis son service s'arrêtera en 1977. Alors là, actuellement, dans le hall de la Cocarde, il est peint aux couleurs vert, oui, kaki. Il est peint à la couleur qui était en vigueur à l'époque. En fait, c'était un camouflage 3 tons, marron, noir, vert. Donc, malgré que ça soit quand même un avion de chasse à l'origine, mais il pouvait aussi être utilisé en appui, c'est-à-dire larguant des bombes, tirant des roquettes. C'est un monoplace ? Oui, totalement. Alors là, il n'y a jamais eu de biplace, dans la version armée de l'air, et c'est une machine qui a une aile en flèche également, très fine. Et la grande différence, c'est que là, il y a un de ces fameux moteurs ATAR qui donc est utilisé sur cet avion, et ensuite tous les Dassault seront des moteurs ATAR, sauf les tout derniers, bien sûr, qui viennent toujours du même fournisseur. C'est d'abord la Snecma, puis à présent Safran. Et donc, ce sont des moteurs construits en France, conçus en France. Et donc, le SMB2 est le premier Dassault à être motorisé par les moteurs français de la Snecma. Donc, à l'époque, un moteur ATAR 101. Il est caractéristique parce qu'il a une entrée d'air un peu aplatie, alors que le Mystère 4 et l'Ouragan avaient une entrée d'air ronde devant l'avion, à la pointe avant du nez. Et donc, ça lui donne un air de requin. Oui, une espèce d'air de requin. Ça donne un air agressif, un avion militaire. Ça convient parfaitement. Il est très bel avion. Et donc, derrière, la saga d'assaut continue avec les fameux Mirages. Alors là, les Mirages, il y en a. D'abord, on commence par le Mirage 3. Alors là, c'est aussi dans milieu des années 50. Et donc, le musée de l'air a le prototype du premier Mirage 3, le Mirage 3A, qui a été le premier avion d'assaut avec ce qu'on appelait l'aile delta, c'est-à-dire l'aile qui, vue de dessus, est triangulaire. Et donc c'est le début des ailes delta chez Dassault. Autre particularité, c'est le premier avion français, et même européen, le Mirage 3, à être capable de voler à plus de 2 fois la vitesse du son. Oui. Alors que c'est un très très grand progrès technique à l'époque. Donc c'est un avion qui connaîtra de nombreuses versions, y compris dans l'armée de l'air. Il y aura des 3C, 3E, 3R, donc respectivement pour la chasse, le bombardement, y compris nucléaire, parce qu'entre-temps la France est devenue un État nucléaire. Et le R, c'est donc pour la reconnaissance. Il y aura aussi de nombreux Mirages qui seront vendus à l'étranger. Ensuite, Dassault, pour l'avion suivant, à partir du milieu des années 60, 66 pour son premier vol, c'est le Mirage F1, encore très connu. C'est avec aile haute. Alors lui, on quitte temporairement, si je puis dire, le domaine des ailes delta. Basses, les ailes delta sont en partie inférieure du fuselage. Par contre, là, le Mirage F1 a une aile en flèche, à nouveau, très fine évidemment, parce qu'il est aussi largement supersonique, il fait largement Mach 2, et avec
comme le Mirage, deux petites entrées d'air juste derrière le cockpit, petites entrées d'air en demi-cercle, avec à l'intérieur une pointe qui ressemble à une olive qu'on appelle chez Dassault la souris, et qui permet de réguler le flux d'air en domaine supersonique. Et donc le Mirage F1, lui, donc quitte le domaine des ailes delta pour revenir un peu aux ailes en flèche. Alors le Mirage F1 va connaître de longues années de service dans l'armée de l'air, parce que donc il commence en 73. À l'époque, c'est l'avion de pointe, c'est le chasseur Mirage F1C. Et puis on en fera là aussi de nombreuses versions avec CR, CT, etc. et qui donc termineront dans l'armée de l'air en 2014. Alors au musée de l'air, il est présenté d'une façon très particulière, c'est que on a fait une maquette à l'échelle 1 bien évidemment, mais transparente. Elle est en plastique transparente et on voit à travers ce plastique tout ce qui constitue les choses qu'on voit jamais d'habitude, c'est-à-dire tous les équipements, les vérins de commande de vol, les pompes dans les réservoirs, les fils électriques, les câbles, une partie des câbles, les calculateurs électroniques, le radar, tout ça se voit donc à travers cette maquette transparente. Et qui est animée aussi, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur des boutons pour désigner quelle partie de l'avion on souhaite voir, et donc ça éclaire les constituants associés. Donc elle est très intéressante cette maquette. Et donc dernier avion de Dassault qui nous rejoint dans l'histoire, c'est encore un avion en service actuellement, c'est le Mirage 2000. Oui. Alors Mirage 2000, là on revient aux ailes delta. Alors là il est tout blanc. Alors il n'est pas tout blanc, c'est le prototype. Bleu, blanc, rouge. C'est bleu, blanc, rouge, oui, très belle ligne, superbe avion. Alors Mirage 2000, lui, premier vol en 78, donc en gros 10 ans après le Mirage F1. Alors le Mirage 2000, L delta, mais quand on regarde cet avion, il y a de gros changements, mais il faut un petit peu être attentif, puis il y a une chose qu'on ne voit pas. Alors d'abord, ce qu'on peut voir en regardant attentivement, c'est d'abord que par rapport au Mirage 3, l'aile est plus grande. Et puis d'autre part, c'est ce qu'on appelle les becs de bord d'attaque, c'est-à-dire la partie avant de l'aile se plie vers le bas et l'avant, de manière à améliorer les performances de l'aile, par exemple en virage très serré ou en approche d'atterrissage. Donc là, ça c'est ce qu'on voit, donc une aile plus grande et avec des dispositifs hyper sustentateurs, commence à faire des choses très très complexes au niveau des voilures pour améliorer en particulier la manœuvrabilité, c'est-à-dire de pouvoir faire des virages plus serrés, par exemple. Mais ce qui ne se voit pas, c'est les commandes de vol électriques, c'est-à-dire que tout ce qui bouge comme gouverne sur l'avion est commandé par, bien sûr, les ordres du pilote, mais entre le pilote et les gouvernes, il y a un ordinateur. Donc c'est une des très grandes nouveautés du Mirage 2000 et qui est encore donc on revient là, à la fin des années 70 et donc c'est depuis tous les avions militaires français, bien sûr derrière il y a le Rafale et le Rafale lui c'est encore plus sophistiqué avec le plan canard qui bouge juste derrière le cockpit en avant de l'aile, légèrement au-dessus de l'aile et en avant, et donc les gouvernes également sont activées au travers de cet ordinateur de bord. Donc on appelle ça les commandes de vol électriques, fly by wire en américain. Et donc c'est une révolution technologique, c'est-à-dire que le pilote se concentre sur sa mission parce que l'avion n'est plus simplement une machine performante dotée de canons, voire ensuite avec le Mirage 3, dès le Mirage 3 on parle de missiles, même le SMB2 a des missiles simplifiés à guidage infrarouge. Mais jusqu'au missile infrarouge, on a de première génération au moins, on a une forme de combat qui est identique, en gros, évidemment, au volume près, à ce qui se faisait déjà dès la guerre de 14. C'est-à-dire qu'on a une série d'évolutions visant à se placer derrière l'adversaire, et là on lui tire dessus à la mitrailleuse ou au canon, ou on lui envoie un missile infrarouge. Alors, avec le Mirage 3, on saute de génération dans l'armée de l'air, c'est-à-dire qu'on a des missiles guidés par radar, et les 530 et Matra 530 et qui, à l'aide du radar, permettent de bord, celui de l'avion, on éclaire la cible avec le radar et le missile va chercher le point éclairé par le radar en quelque sorte. Et donc là, on change de monde, c'est celui des missiles, et des missiles guidés assez sophistiqués. Et avec le Mirage 2000, on passe encore une génération avec des missiles qui sont plus autonomes, mais qui utilisent toujours le principe du guidage radar, bien sûr. Par contre, étrangement, les Mirage F1 vendus aux États-Unis comme avion d'entraînement. Alors, comme avion d'entraînement, en fait,
faut regarder ça un peu plus dans le détail. C'est pas des avions qui vont servir à former les pilotes américains, c'est des avions qui vont servir d'appât en quelque sorte aux avions de chasse américains. Donc quand on entraîne les pilotes de chasse, on a des escadrons qu'ils appellent agressors là-bas et qui sont donc jusqu'à maintenant des avions d'origine américaine bien sûr, par exemple des F-16 et qui sont spécialement peints pour ressembler à des avions. Ces avions jouent le rôle des méchants dans les manœuvres, dans l'entraînement donc des pilotes de chasse. Et de plus en plus, là aussi c'est un passage du temps, ce ne sont plus des pilotes de l'armée de l'air américaine qui entraînent des pilotes de l'armée de l'air américaine, ce sont des sociétés privées qui, et c'est très répandu cette formule, ça existe dans de nombreux pays et ça se fait aussi en partie en France. Donc on a des sociétés privées qui font voler des avions avec des performances suffisantes pour être, disons, démonstratrices pour l'entraînement des pilotes de chasse. Et donc ces pilotes de compagnies privées, qui sont souvent bien sûr des anciens militaires, ayant volé sur la machine correspondante et qui donc continuent une forme de carrière civile entre guillemets pour servir à l'entraînement de leurs collègues, leurs jeunes collègues, parce que ce sont des pilotes qui ont déjà toute une carrière dans l'armée avant de passer dans ces sociétés civiles. Alors donc on a fait là avec ça le tour des avions français, sauf à parler du Fouga. Oui. Le Fouga Magister dont un morceau seulement est présenté. C'est un très bel avion d'entraînement. On a la partie avant, les deux cockpits, la pointe avant, le nez. Mais cet avion superbe avec ce fameux petit empennage qu'on appelle en V ou papillon à l'arrière, mais qu'on ne voit pas parce que là on n'a qu'un demi-fuselage de présenté. Donc cet avion très très connu qui a été en service de nombreuses années, dont la patrouille de France, jusqu'en 1981. Oui, entre 64 et 81, le Fouga Magister a été utilisé pour la patrouille de France. Alors c'est un avion dédié à l'entraînement des pilotes de chasse et qui a servi donc de nombreuses années dans l'armée de l'air avant d'être progressivement remplacé. Et ils volent encore en voltige aussi lors de meetings. Il y a quelques amateurs qui ont acheté des Fougas aux États-Unis entre autres et en France aussi. Et donc ces gens volent encore en meeting aérien. L'avion est très joli. Il a les performances de l'époque, c'est-à-dire que la motorisation c'est des tout petits moteurs turboméca, donc ils poussent pas beaucoup. Donc la voltige avec ces avions-là, elle peut pas être très très violente. C'est donc une voltige très douce. Oui, c'est très douce. Très jolie. Alors donc là, on a fait le tour pour les avions français. Et donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi dans ce hall un certain nombre d'avions américains. Je parlais tout à l'heure de l'OTAN qui avait financé les Mystère 4, au moins en partie. Mais on a eu aussi des avions purement américains qui ont été affectés dans l'armée de l'air. Monsieur Alain Roland, mais on entend certainement en arrière-plan, en arrière-fond, un brouhaha. En fait, c'est les turbines d'un hélicoptère avec sauvetage en mer. Voilà, c'est ça. Dans le hall d'à côté, qu'on appelle le hall des prototypes, il y a un hélicoptère super frelon qui est présenté et le musée de l'air a installé un très beau système de vidéo qui permet de voir depuis le cockpit, depuis la cabine, un vol de super frelon en sauvetage en mer. Ça vaut vraiment la peine. Ah oui, c'est vraiment dans l'ambiance. Et on est c'est très bien fait, le son et l'image sont très bien réalisés. On voit à travers les hublots comme si on était à bord. C'est vraiment très très bien fait. Et donc on entend la mise en route des turbines du Nous sommes désolés, mais nous sommes à bord. Voilà. Alors on reprend donc le hall de la cocarde bleu, blanc, rouge. Dans le hall de la cocarde, on a aussi quelques avions américains. Alors partant également sur une base chronologique, le premier dont on peut dire un mot, c'est le F-84, le Thunderstreak, un américain, qui est un avion qui a été développé au début des années 50 aux États-Unis. Et qui était doté au départ d'une aile droite, puis après les Américains, donc avec la version F qu'on a là devant nous, c'est un avion à aile en flèche. Alors le problème de l'époque, c'est que c'est un avion un petit peu lourd et avec un moteur qui n'était pas extraordinairement performant. Il y a eu de gros soucis de mise au point avec pas le moteur, l'avion. Le moteur était d'origine britannique en fait, c'était une version produite sous licence d'un réacteur anglais, Shapfire. Donc certains de ces avions étaient affectés à différentes armées de l'air membres de l'OTAN, dont donc bien sûr à l'époque la France. Et ces avions étaient principalement des bombardiers, ce qu'on appelle un chasseur bombardier, et donc qui ont tenu au nom de l'OTAN, sous les couleurs de l'armée de l'air, la mission atomique de l'OTAN. Donc il y avait des avions qui étaient en alerte dans des hangars et qui attendaient l'ordre de décollage.
Les avions français, hein, et entre autres de Marcel Dassault. Maintenant, il y a les avions américains. Alors, les Américains, oui, donc quand on reprend dans l'ordre chronologique, eh bien, on a d'abord le F-84F. Alors, c'est un République, hein, c'est le même, on a parlé dans un numéro précédent, si je puis dire, du P-47 Thunderbolt. Alors, c'est un avion assez imposant, hein, et qui a connu quelques grosses difficultés. Il démarre au début des années 50, hein, et il est mis en service d'abord par les États-Unis, puis après dans le cadre de l'OTAN, différentes armées de l'air l'utiliseront, dont l'armée de l'air française. Donc nous on l'aura en service entre autres dans la patrouille de France pour juste une année, 53-54. Cet avion sera utilisé avant le Mystère 4 et puis après le Fouga. Et donc le F-84, bon, c'est un avion qui est un peu imposant, un peu lourd, un peu sous-motorisé, et donc qui à l'époque n'est pas connu comme étant extrêmement plaisant à piloter. Il faut ce qu'on appelait les fameuses pistes autant de 2500 mètres étaient souvent largement nécessaires pour arriver à décoller avec cet engin, surtout s'il faisait un peu chaud. Donc à l'origine c'est un moteur anglais qui est décliné dans une version sous licence aux États-Unis, mais bon, c'est quand même un avion qui à pleine charge fait 12 tonnes, un peu plus de 12 tonnes, pour un moteur qui pousse 3 tonnes. Et donc au total c'est pas bien violent. Une machine qui est principalement utilisée par l'armée de l'air comme chasseur-bombardier, porteur de l'arme nucléaire tactique de l'OTAN. Mais là donc il y avait des pilotes français dans des avions sous cocarde française mais d'origine américaine, F-84F, qui avaient sous l'aile accroché une bombe atomique américaine et qui donc avait une mission préparée par cœur. Et donc c'était l'idée à l'époque, hein, on simplifiait beaucoup, les états-majors pensaient que la guerre serait nucléaire. C'est tout. Et donc il fallait envoyer un très grand nombre d'avions à l'assaut des forces à l'Est, avec l'espoir que certains arriveraient à leur objectif. Hein. Et donc on n'envoyait pas 12 avions, on envoyait quelques centaines d'avions en même temps. Alors parce qu'on avait quand même calculé un petit détail, c'est qu'à force de faire claquer des bombes atomiques, on a risqué d'éblouir les pilotes qui arrivaient derrière. Donc il y avait tout un horaire extrêmement sophistiqué sur plusieurs dizaines d'avions qui permettait de bombarder sans aveugler les pilotes qui arrivaient derrière. C'était très travaillé à l'époque. Alors le F-86, c'est un avion très connu parce qu'il a été, pour les Américains, l'avion qui leur a vraiment sorti une épine du pied pendant la guerre de Corée. C'est-à-dire la guerre Corée commence en 1950, et là, les Américains ont des avions à réaction qui s'imposent pour tous les avions de combat, et bon, ces avions ont des performances qui ne sont pas grandioses. Là, très mauvaise surprise. Les Coréens du Nord sont armés par des matériels soviétiques, c'est-à-dire les fameux MiG-15, qui eux ont repris l'essentiel des travaux allemands sur les ailes en flèche, et qui donc ont là un excellent chasseur, qui d'ailleurs est servi souvent par d'anciens as de la Seconde Guerre mondiale, qui sont affectés temporairement sous les couleurs coréennes. Alors là, les Américains avaient quand même une parade, c'est le F-86, le fameux sabre, avec un peu comme le sabre. Voilà, le sabre, cette entrée d'air presque circulaire à l'avant, et une aile en flèche aussi. Alors le F-86 a commencé à voler en 1949 et donc a été mis en service immédiatement quand on s'est aperçu du problème de l'armée de l'air en Corée, et donc le F-86 a pu remettre un peu d'équilibre dans la lutte entre les forces coréennes et donc américaines. Et donc nous en France, dans l'armée de l'air, on en a reçu quelques-uns dans la version 62 en fait, hein. Dans une version dite F-86D ou sabre dog. Donc bon, il n'y avait pas encore de post-combustion sur ces avions-là. Donc ça, quand on voit les vidéos de l'époque, c'est assez intéressant de voir aussi combien ces réacteurs polluaient. C'est-à-dire que ça faisait un ruban noir derrière le réacteur. C'était commun, normal à l'époque. Quand vous voyez décoller un Rafale, il fait encore beaucoup de bruit, même beaucoup plus de bruit qu'un F-86, mais ça fume pratiquement pas, quoi. Oui. Donc on va dire qu'on a bien amélioré la technologie des moteurs. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ah bah, c'est un très beau matériel, oui, métal hurlant comme on dit. Et donc le F-86 a été donc donné à la France via l'OTAN avec cette version D qui était une version chasseur de nuit. Donc il y a le petit nez noir qui est au-dessus de l'entrée d'air, et bien abrite un radar tout simplement, et donc le pilote seul à bord était en charge de s'occuper de tout, de son radar. Alors ce qu'on visait à l'époque, c'était pas du combat avion de chasse contre avion de chasse. L'avion de chasse là allait chercher un bombardier. Donc le bombardier est réputé aller droit
haut, et donc on va chercher avec ce chasseur le bombardier et on va tirer dessus grâce à l'aide bien sûr du radar et puis aussi d'un calculateur qui est derrière qui permet de calculer la trajectoire des obus ou des roquettes, parce que c'est aussi une des méthodes qui est utilisée à l'époque. D'ailleurs, sur les F-86, c'était prévu. Donc il y a un panier de roquettes sous le ventre de l'avion, pas forcément utilisé dans toutes les armées de l'air, dont la nôtre, mais ou au canon. Et donc là, le calculateur derrière fait un calcul de solution de tir, comme on appelle ça en artillerie, tout bêtement. Et donc pour tirer ce bombardier sans le voir. Oui, tout est au calcul. Ah voilà. Donc il y a un certain nombre de symboles qui apparaissent sur l'écran du pilote pour tirer au bon moment. Oui. Donc c'est en plus c'est un avion qui est relativement impressionnant pour les pilotes de l'armée de l'air à l'époque. Il est plus grand que les avions en service à ce moment-là. Et puis il y a même un luxe inouï qu'on n'imaginait pas en ce temps-là, c'est le pilote automatique pour un avion de chasse. Mais c'est très utile quand le pilote est seul à bord pour s'occuper d'une interception, éventuellement dans les nuages, éventuellement de nuit. Donc c'est quand même, ça n'est pas un luxe. Compte tenu de la mission de l'avion, c'était une très bonne idée au plan technique. Le pilotage n'est pas le seul travail du pilote. Et surtout avec les avions en commande de vol électrique, la charge de travail pilotage pur du pilote est limitée par, diminuée, pas limitée, mais diminuée par les calculateurs de commande de vol électrique. Et donc le pilote, il est au milieu d'un avion, mais cet avion c'est un système d'armes. Donc le système d'armes prévoit des tas de configurations, si c'est du tir vers le sol, si c'est du tir RR, etc. Alors évidemment en RR, on peut penser qu'il y aura certainement des manœuvres, voire assez brutales pour positionner l'avion correctement par rapport à l'adversaire, mais c'est pas toujours le cas. Donc les missions de tir vers le sol peuvent être d'un point de vue physique, je dirais, relativement plus placides. On fait pas des virages très serrés, enfin pas tout le temps, très peu finalement. C'est pas les manœuvres de combat à la Guillemère, quoi. Mais donc pour ces missions qui peuvent être très longues avec des ravitaillements en vol, eh bien le pilote automatique est très utile pour soulager le pilote et lui permettre de s'occuper de son système d'armes, quoi. Et donc avec le F-86, on a déjà cette idée-là. Et à côté, il y a un autre avion assez mythique. Alors là, il est en tenue camouflée, lui. Oui, voilà. Et donc lui, c'est le fameux F-100 Super Sabre. Alors le Super Sabre, c'est un de ces avions mythiques, ce que les Américains ont appelé la Century Series, c'est-à-dire une série d'avions. Il y a F-100, F-101, F-104, F-105 par exemple, qui sont très connus dans l'histoire aéronautique des années 50-60. Et donc le F-100, premier de la ligne. Alors là, c'est le premier avion de chasse américain, qui est en fait un chasseur bombardier, ça peut être aussi un chasseur, mais aussi un bombardier. Il a été utilisé d'ailleurs comme bombardier au Vietnam. C'est le F-100 Super Sabre. Alors lui, il a un look très particulier avec ce nez très long, terminé par une entrée d'air aplatie, un peu comme notre SMB2, mais qui est venu après lui. Et donc un autre requin. Un autre requin, oui, il a vraiment, si on peut dire, une gueule typique, et avec une aile en flèche. C'est un avion assez costaud, ça fait 10 tonnes pratiquement à vide, et il a une forte poussée qui lui permet de passer là aussi le mur du son, entre guillemets, en vol horizontal. Voilà. C'est le premier avion américain à être capable de le faire. Donc c'est un avion un peu mythique quand même. Donc ça a volé pour la première fois, c'est donc en 1953, le premier vol du Super Sabre. Et nous en France, on en a eu à partir de 58 et ça s'est terminé 20 ans après, en 78, dont une affectation à Djibouti. Donc là c'est un avion classique, il n'y a pas encore de commande de vol électrique, c'est un avion assez délicat à piloter, en particulier en approche. La caractéristique de ces avions, aussi bien les Mirage 3 que le F-100 par exemple, c'est qu'ils étaient extrêmement délicats à piloter en approche. Un des plus renommé, si je puis dire, en la matière, c'est le fameux F-104, qui date de l'époque également. Et donc, c'est des machines qui approchent à des vitesses très élevées, parce que l'aile est conçue pour aller très vite, mais même en mettant ce qu'on appelle des volets de bord de fuite ou de bord d'attaque, etc., enfin des dispositifs qui se braquent pour l'atterrissage et le décollage, et bien même avec ça, à l'époque, on ne sait pas faire des avions qui se posent doucement. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, on approche avec ces avions-là entre 170 et 190 nœuds. Ça fait
en gros 300 à l'heure, quoi, un peu plus de 300 à l'heure. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup malheureusement d'accidents, de crash, oui, ça y contribue. Entre autres pour les F-100, si jamais le pilote se laissait un petit peu enfermé à trop basse vitesse, c'est-à-dire s'il n'était pas assez attentif à sa vitesse en approche, l'avion partait ce qu'on appelle en autocabrage, c'est-à-dire qu'il relève le nez, et là c'est incontrôlable. L'avion part vers le haut, alors évidemment à basse vitesse c'est fichu, la vitesse diminue, ça augmente encore le phénomène et ainsi de suite, et donc au bout d'un moment ça se termine par terre. Donc là le pilote n'a qu'une option, c'est l'éjection, et il ne faut pas tarder, parce que l'avion prend tout de suite des positions qui peuvent être au pire sur le dos, et là une éjection à basse altitude sur le dos à l'époque ça se termine très très mal. Donc c'est un avion exigeant au niveau pilotage, c'est du classique, il n'y a pas encore de commande de lever électrique, et bien sûr, 1953, un premier vol, on en est loin, mais c'est une très très belle machine, bien maîtrisée, c'est un avion qui est très efficace, donc qui est devenu un avion mythique. Écoutez, on a fait le tour de cet avion. Et des autres avions. Pouvons encore dire à nos auditeurs de venir au musée de l'air. Il n'y a pas que les avions, il y a toutes sortes de vitrines autour qui sont très intéressantes à voir dans ce hall de la Cocarde. Voilà, de venir au musée de l'air dans le hall de la Cocarde également. On a entre autres une série d'uniformes à l'entrée à droite dans la salle quand on arrive du hall de la Seconde Guerre mondiale, avec les tenues de pilotage, et pas que, parce qu'on a aussi les tenues d'aérostiers qui surmontent à très longtemps, à la fin 18e. Il y a aussi des tenues de vol de pilote, guerre mondiale, et jusqu'à nos jours, donc qui permettent de voir comment sont équipés les chevaliers du ciel. Voilà. Et c'est pas simple du tout, on peut voir l'évolution des contraintes. En très peu de temps, il y a eu une évolution. Nécessaire. D'abord, il a fallu vite protéger les pilotes contre la rigueur du vol. D'abord, pas de chauffage, donc il faut des gros vêtements, et puis des lunettes pour pas faire pleurer les yeux, et puis après il faut le masque à oxygène parce qu'on monte assez haut, etc. Puis après, écoutez, Monsieur Alain Rolland, on va laisser découvrir ça à nos auditeurs quand ils vont venir. Et s'ils n'ont pas l'occasion de venir, ils peuvent toujours écouter nos émissions, bien sûr. Avec plaisir. Et en tout cas, nous vous remercions encore une fois infiniment. Donc, je le rappelle, Monsieur Alain Rolland, vous êtes président des Amis du Musée de l'air et de l'espace, donc l'AMA. Tout le monde peut y adhérer également. Si vous venez au musée, vous pouvez consulter sur notre page internet la fiche d'adhésion. Vous serez bienvenue. Et participer à cette grande aventure de l'air. Et en tout cas, à très bientôt sur IDFM 98 Radio Anguin. Catherine Loubet pour cette rubrique.